Bonjour à tous, bonjour Oliane, bonjour Marie-Odile. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie de recevoir Marie-Odile Fondeur, qui est directrice générale de la fondation Bocuse d'Or. Vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste. Et nous sommes accueillis à un magnifique Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon, évidemment. Marie-Odile, première question, est-ce que vous êtes une femme engagée dans la vie? Oui, je suis engagée même depuis l'enfance parce que j'ai toujours eu envie de me battre pour. Je suis née à la campagne, dans un village de 400 habitants. J'avais qu'une envie, c'était de défendre les femmes et de montrer qu'elles étaient capables de faire quelque chose. Je suis née dans une ferme. Mes parents étaient agriculteurs. Bon, c'est un milieu assez machiste. Ouais. Et j'ai toujours eu envie de prouver que les femmes étaient capables de faire quelque chose. Et ça a été pour moi une ligne conductrice toute ma vie. C'est vrai, c'était votre moteur. Ah oui, oui. Ah oui, parce que c'est tellement macho que les femmes étaient considérées comme moins que rien. Et puis moi, je me suis pas laissée faire. Ouais, ça vous énervait, vous étiez pas d'accord. Voilà. Puis j'avais qu'une envie, c'était foutre le camp du village, voyager. J'ai toujours adoré voyager. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, adoré ça. Alors vous avez une carrière accomplie, vous avez fait quand même 1001 choses. On va en parler tout au long de l'émission. Mais l'engagement, ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Alors, ça veut dire, pour moi, c'est de trouver des solutions, même quand c'est impossible. D'accord. D'aller au bout de ce qu'on peut faire. Voilà. Moi, dans tous les jobs que j'ai eus, je suis toujours allée au-delà de ce qu'on me demandait. Ah oui, ok. Oui, parce que j'avais toujours envie de faire plus. Je suis perfectionniste, mais aussi persévérante. Et pour moi, il fallait trouver des solutions. Ah ouais. Et toute ma vie, c'était ça. Que ce soit dans le professionnel, dans la politique, même au niveau familial. Oui, parce que vous êtes quand même l'expression, carrément la définition de l'engagement. C'est-à-dire que vous êtes engagé dans votre vie professionnelle, mais en plus de ça, vous avez eu des mandats en politique, vous êtes engagé dans d'autres causes, vous aidez aussi des femmes, je crois que vous mentorez aussi des femmes dans des parcours. Je veux dire, vous êtes vraiment dans cette notion d'accompagnement des autres. Ouais, tout à fait. Ouais, j'aime ça. Parce que c'est très valorisant de pouvoir aider les autres à s'en sortir, même au sein du CIRA, puisque l'ADN du CIRA, c'était de fédérer toutes les professions de métiers de bouche. Ouais. Et j'étais là pour les aider, pour les accompagner, pour qu'ils améliorent la qualité de ce qu'ils présentaient, etc. J'ai toujours été dans ce sens-là, dans l'amélioration de la qualité des concours, etc. Dans un mandat politique, puisque j'étais adjointe au maire de Gérard-Collomb pour le commerce et l'artisanat, j'accompagnais les commerçants en leur donnant des idées, ou j'ai créé des nouveaux marchés. Oui, parce que votre marque de fabrique, c'est plus, je me permets, c'est plus que l'accompagnement, c'est vous propulser. Parce que le CIRA, on va en parler tout à l'heure, vous avez donné une dimension internationale très forte au salon. Enfin, vous faites plus que simplement accompagner. Ah oui, et là, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Donc c'est important pour vous, c'est important pour vous cette notion d'engagement dans l'espace public. Ah oui, pour moi, l'engagement, c'est aller au bout des choses. C'est vraiment trouver des solutions pour faire évoluer les choses. Pour les faire bouger. Vous disiez que vous l'avez eu des petites, mais vous aviez tout de suite les armes, vous les êtes construites, parce que c'est pas évident de s'engager, de défendre, moi, même avec pas de moyens, j'y arrivais. Hein. C'est vrai. Oui. Mon premier métier, mon premier job, c'était de la maison d'artisanat à Villars-les-Dommes, pour la chambre de métiers de l'Ain. Et c'était un métier, il fallait partir de zéro, quoi. Ouais. Donc, j'ai tout créé de A à Z. Donc, vous êtes une fonceuse, un peu. Bah oui. Enfin, oui. Alors, on le voit. On ne va pas en parler, mais on le voit à peu près. Avec quelques aléas, parfois. Ah ben. Et alors, quand on prend des risques, forcément, il y a quelques dégâts. Des fois, voilà, c'est ça. Petit, vous vouliez faire quoi? Alors, à part vous engager pour les femmes, vous rêviez de faire quoi? Voyager, c'était. Oui, j'avais envie de découvrir le monde. Ah ouais, d'accord, déjà toute petite. Oui, mais bon, je me souviens, j'étais dans un village, il fallait, par exemple, créer une chorale avec personne. Donc, j'allais chercher les gens, je faisais du porte-à-porte, ils ne savaient pas chanter, je leur apprenais à chanter. Enfin, c'était tout comme ça, quoi. D'accord. J'avais une envie, une énergie débordante que j'avais envie d'utiliser. D'ailleurs, pour mes parents, c'était compliqué à gérer parce que être hyperactif, c'est difficile. Oui, à canaliser, c'est pas toujours évident. C'est pas facile. Non. Voilà. Et là, vous vous êtes orienté sur des études de quoi? Oui, j'ai fait des études de sciences économiques. Ouais. Et puis j'ai fait une école qui s'appelle l'IESEG. D'accord. C'est une école de commerce. Et puis après, un troisième cycle, à l'époque, on les appelait troisième cycle, c'était l'IGIA, l'Institut de gestion internationale agroalimentaire.
Ok. Oui, depuis que je suis petite, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'alimentaire. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment un gros marqueur de votre carrière, oui, ça. c'est un gros marqueur. Tout ce qui est produits agricoles, agroalimentaires, la cuisine, tout ça. Moi, ma grand-mère faisait la cuisine, j'avais les odeurs de cuisine. Ouais. On habite une ferme, donc on avait des bons produits. On allait chercher le petit déjeuner dans le potager, parce qu'on allait cueillir les fraises et tout ça. Donc c'est important, parce qu'aujourd'hui, on va vers ce retour à la nature, Oui. aux produits de saison. Il faut être conscient que c'est important que les gens apprennent à se nourrir eux-mêmes, Oui. À faire la cuisine eux-mêmes. Par exemple, moi, j'ai toujours défendu l'idée d'avoir des cours de cuisine à l'école. Parce que pour moi, c'est un moyen de lutter contre l'obésité. Parce que quand vous apprenez à cuisiner, vous apprenez à utiliser les produits et du coup à équilibrer vos repas. C'est un tout. Oui, moi, j'ai connu beaucoup de jeunes, puisque j'ai eu 4 enfants, donc j'ai eu beaucoup de jeunes à la maison, qui ne savaient pas s'alimenter, qui mangeaient n'importe quoi, des pizzas, des plats tout préparés, etc. Et rien que le fait de faire la cuisine de façon simple, familiale, c'est important pour moi, c'est fondamental. Ah oui. Parce que c'est une éducation de la vie. Ça fait partie des fondamentaux de la vie. C'est aussi important que d'apprendre les mathématiques et le français à l'école. Ah c'est oui, comme les langues étrangères. Moi, je me suis battue beaucoup quand mes enfants étaient à l'école primaire, pour qu'on apprenne les langues étrangères. Et oui, dès tout petit. Parce que c'était pas un point fort de l'école française. Et donc, j'étais la première à envoyer mes enfants à l'âge de 9 ans faire passer 6 mois dans un pays étranger sans voir les parents. Je me souviens que les instituteurs à l'époque me disaient, mais elle est folle, pourquoi elle fait ça? Mais parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte tout de suite qu'on avait besoin d'armer les enfants au maximum, de les rendre indépendants. Et d'apprendre une langue étrangère, c'est aussi comprendre une culture d'un autre pays. Comme j'ai beaucoup voyagé, quand on se retrouve dans un pays comme le Japon, par exemple, au Brésil, vous n'êtes pas connu là-bas, personne ne vous connaît. Donc, si vous ne faites pas l'effort d'aller vers les gens, personne ne vient vers vous. Oui, et la barrière de la langue est tellement forte qu'il faut vraiment... Voilà. Donc, pour moi, c'était indispensable. J'ai fait en sorte que mes enfants sachent un peu tout faire, de l'artistique, du sport, des langues étrangères, la cuisine. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la culture, de l'éducation d'un enfant. Donc, très orienté, votre parcours très orienté sur les métiers de l'alimentaire. Vous aviez envie d'aller là-dedans, dans ce secteur-là? Oui. J'ai toujours eu envie d'aller là. Après, c'est les opportunités de la vie qui font que ça fonctionne. Alors, vous vous orientez, vous commencez sur quoi? Donc, donc, mon premier métier, c'était animé. Donc, j'étais directrice de la maison d'artisanat. Ensuite, j'ai postulé pour aller, à l'époque, c'était la société CEPEL, donc à Eurexpo. Eurexpo venait d'ouvrir. J'ai commencé ma carrière là-bas et ça a été laborieux. Ça n'a pas été simple. C'est vrai? Oui, du jour au lendemain, bien sûr. Parce que déjà, j'étais jeune mariée, donc c'est vers les enfants. À l'époque, dans les années 90, les femmes n'étaient pas forcément bienvenues au travail, pas des postes de responsabilité. Donc, moi, je me suis battue pour ça. D'accord. Même avec des diplômes. Et même au sein d'une société, faire son trou, c'était pas facile. Ce qui est toujours la barrière. Par exemple, à l'époque, j'étais chez CEPELcom, à Eurexpo, et j'ai postulé pour être directrice du département agroalimentaire, justement, pour s'occuper du Syrah, c'était le salon d'Émilie Bouche à l'époque. Eh bien, ils ne pensaient pas à une femme comme moi, quoi. Ah ouais. Et tout de suite, ils pensaient plutôt à un homme. Pour les postes à responsabilité, on pensait aux hommes. Et donc, il a fallu se battre. Bon, après, il y a eu la chance aussi qui fait que j'ai réussi, mais il faut se donner vraiment les chances d'y arriver. Et après, j'ai longtemps... pour moi, ma carrière n'évoluait pas. Parce qu'on ne pensait pas aux femmes pour les faire évoluer. C'est différent aujourd'hui, ça a beaucoup changé. D'accord. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la politique. Ah oui, ok, d'accord. Parce que je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. J'ai envie de faire partager mes compétences au plus grand nombre. Et la politique, pour moi, c'était ça. Vous aviez envie de changer les choses. Voilà. Et ça a correspondu à une époque, c'était 2001, puisque Gérard Collomb était bien en 2001, à une époque où les femmes, il y a eu des quotas pour les femmes. En politique. En politique, d'accord. Et ça a beaucoup aidé parce que je pense que j'aurais jamais fait de politique s'il n'y avait pas eu les quotas. Ah, c'est vrai? Je pense. Et alors, vous y êtes allé? On est venu vous chercher? Comment ça se passe? Non, je me suis renseignée sur ce qui se passait. À l'époque, j'ai appelé ou la droite ou la gauche parce que je n'avais pas d'idée particulière. D'accord.
Et puis, Vous j'ai vouliez vous rencontré Gérard engager. Collomb. Moi, je voulais Ouais. m'engager. Et puis, Ok. j'ai rencontré Gérard Collomb. Il m'a dit, bah oui, ok, ça m'intéresse. Vous êtes une femme qui est issue du milieu économique. Parce qu'à l'époque, on faisait participer la société civile à la politique. Oui. Voilà, Mais, Pierre, c'est-à-dire qu'au début, les femmes, quand on les impliquait en politique, on les mettait sur du social, sur l'éducation. Et finalement, l'économie, on les réservait beaucoup aux hommes. Ah oui, exactement. Ah oui, ça c'est clair. Hein. C'est vraiment marrant. Même du temps de Collomb, hein, c'était Ouais. ça. Hein. Bon, après, moi, je suis occupée du commerce parce que j'avais ces compétences c'est ça. de commerce grâce à mon job. Mais là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, j'ai envie de participer, j'ai envie de contribuer. Ouais. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Je m'en fiche si c'est pas spécialement ouvert aux femmes, j'y vais. Oui, je sentais qu'il y avait une ouverture. D'accord. Donc, du coup, je dis, c'est le moment d'y aller, parce que si on n'y va pas maintenant. Donc, vous n'avez jamais eu la question de la légitimité. Finalement, vous n'êtes jamais dit, tiens, est-ce que je suis légitime à aller. Si, on se pose toujours la question. Si vous la posez quand même. Bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'avant de se lâcher complètement, j'avais l'impression quand même que c'était un métier, la politique. Ouais. Et moi, j'étais pas du tout dans la politique professionnelle. C'est-à-dire, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est construire. Ouais. Mais pas critiquer les autres. Ouais. Pas du tout mon truc. Ouais. Je vois pas du tout l'intérêt. Et donc, forcément, j'étais pas dans la mouvance politique professionnelle. Ouais, bien sûr. J'étais dans la politique concrète. Et alors, d'ailleurs, au niveau d'une commune, c'est plus facile. Ouais, plus facile qu'au niveau de l'État. Eh oui, forcément. Parce que on fait des choses concrètes. Et moi, tout de suite, j'ai voulu faire des choses concrètes. Par exemple, j'ai doublé le nombre de terrasses sur Lyon. On a créé les terrasses sur stationnement. Ouais. Ça mettait de la vie dans la ville. Ça crée des emplois, du chiffre d'affaires supplémentaire, etc. Après, j'ai créé les nouveaux marchés, les marchés de fin d'après-midi, les marchés bio. Voilà, moi, j'étais vraiment dans la création, quoi. C'est ça qui m'intéressait. C'est dans l'innovation, parce que là, ce que vous dites aujourd'hui, c'est finalement des choses qui sont toujours en place. On a l'impression qu'on les redécouvre, mais finalement, elles ont été initiées. Oui, voilà, c'est ça. Dès les années 2000. Ouais. Donc, vous étiez quand même dans l'innovation. Vous testiez des nouvelles choses. Ah oui, oui. J'ai toujours essayé de tester des nouvelles choses. Et alors, est-ce qu'on vous laissait faire? C'est la question. Est-ce que vous aviez de la latitude? À l'époque, oui, Collomb, on laissait faire. Ouais. D'accord. Ouais. Et après, au troisième mandat, c'était un peu compliqué parce que vous avez toujours des détracteurs qui trouvent qu'il ne faut pas qu'il y ait de mélange des genres entre. Parce que j'étais chez J.L. Evans et en même temps, on était en politique, en mairie. Et donc, il y a des journalistes qui ont commencé à trouver que c'était. Oui, c'est compliqué. C'est ça, souvent, quand on parle d'engagement, malheureusement, l'engagement dans la vie publique. Souvent, on critique ou on va regarder ce que vous faites, etc. C'est aussi un frein, notamment pour les femmes. Oui, c'est un frein. Ouais. Et moi, je n'ai pas de frein. D'ailleurs, dans mon job, c'est pareil, j'avais de frein. D'accord. Et du coup, moi, j'étais une fonceuse, j'avançais. Ouais. Malgré les critiques. Ouais. Parce que c'est pas facile, hein, même dans une société comme j'ai dit, on est critiqué. Ouais. Oui, mais les hommes aussi sont critiqués finalement. Oui, parce que les gens qui bougent trop. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Et comment on fait quand on est critiqué? On réagit comment? On continue à avancer. Je pense qu'il faut s'en foutre. Je suis passée par des moments très difficiles, de doute, forcément. Tout être humain a des doutes dans sa vie. Mais malgré tout, je pense que j'y suis arrivée. Et dans votre carrière, c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont aidé, les deux? Alors, il y a un homme qui m'a aidé, c'est Olivier Gillon. D'accord. Qui lui a cru en moi tout de suite. Ah oui, ok. Il m'a laissé carte blanche. Oui. D'ailleurs, il croit toujours en moi. Il m'a confié la fondation Plus d'Or à créer. Parce que j'ai un savoir-faire. J'adore le relationnel. Alors oui, on va réexpliquer donc votre parcours. Donc vous avez été, vous travaillez chez J.L. Evans d'un côté. Vous étiez aussi engagé en politique, mais ça c'était un mandat. Oui, il y a eu 3 mandats. Voilà. Mais c'était en même temps que mon job. Voilà, c'est ça. Et c'est difficile de concilier. Souvent, les femmes posent cette question de comment on fait pour tout concilier. Vous avez dit que vous étiez maman vous avez 4 enfants. Ouais. Donc ça fait du job, ça aussi. Oui. J'ai eu une période de ma vie où j'ai plus de temps pour moi. Oui, c'est ça. Oui, forcément. Mais c'est compatible. Mais c'est compatible, c'est une question d'organisation et de mental. Ouais. Par exemple, les enfants. Les enfants, ils vont faire des parents des esclaves. Oui, pas de une tendance, oui, tout à fait. Surtout aujourd'hui. Ils occupent bien l'espace. Et moi, j'avais décidé que
En fait, j'avais vu ma mère qui avait la dépression nerveuse parce que le jour où je suis partie, j'ai quitté la maison pour faire des études. Et je me suis dit, jamais ça m'arrivera. Donc, je veux bien séparer les choses. L'éducation des enfants et mon job. Moi, j'avais envie de travailler parce que rester chez moi à faire qu'élever les enfants, je le sentais pas. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Oui, tout à fait, ça dépend. Mais moi, non. J'avais envie de construire, de travailler, d'apporter quelque chose de nouveau, etc. Donc, ça s'est bien fait parce que c'est une question d'organisation. J'ai engagé une nourrice, mais qui était gouvernante, en fait, au 4e enfant. Et là, elle s'occupait de tout. Moi, j'étais là que pour les bons moments. Oui, c'est ça. Les moments très qualitatifs. Par contre, j'ai eu une influence très forte sur l'éducation de mes enfants, l'orientation, ce qu'il fallait leur faire, etc. Ça, et j'étais toujours là quand je sentais que ça... Parce que, évidemment, quand vous avez 4 enfants, il y a des hauts et des bas. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Des moments où c'est pas facile, il faut tenir bon, il faut tenir la barre. Mais bon, on s'en est sorti. J'ai pas eu non plus d'enfants très malades, de handicapés, etc. Donc, globalement, j'ai eu de la chance. En fait. On pourrait dire ça. Mais la chance, il faut aussi la provoquer. C'est ça. Il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. En fait, ce que vous me dites, c'est qu'on peut être présent tout en étant multitâche et en faisant des choses différentes. Bon, moi, j'ai une très bonne relation avec mes filles. Hein. Aujourd'hui, on discute beaucoup, je les accompagne. Quand ça va pas, elles m'appellent. Je suis très présente, en fait, sans ingérence. Oui, c'est ça. Juste ce qu'il faut. C'est souvent les femmes qui sont un peu trop ingérantes, c'est pas bon. Les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent, de choisir, de faire leur choix. C'est le juste milieu. Quoi. Et donc voilà, ça se fait. Effectivement, je me souviens, par exemple, j'ai essayé de trouver des femmes candidates pour le Bocuse d'Or, la sélection française. Et il y avait une femme que je voulais convaincre, et puis elle me disait oui, mais moi j'ai mes enfants. Je dis oui, mais c'est qu'une période de votre vie, c'est peut-être 1 an ou 2 ans. Vous allez beaucoup travailler pour vous. Parce qu'il ne faut pas s'oublier. C'est ça. C'est très important qu'une femme ne s'oublie pas. Parce que quand on est mère, on oublie qu'on est femme. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'un jour, on le regrette. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le jour où les enfants partent, on fait de la dépression. Parce qu'on n'a pas pu réaliser, il y a une espèce de frustration, et on ne sait pas réaliser au bon moment. On n'a pas saisi les opportunités au bon moment. Et ça, c'est grave. Parce que c'est toute sa vie qu'on peut le regretter. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent aux femmes, mais osez d'y aller, parce que c'est important. On est complémentaires des hommes, on apporte des choses différentes, et ensemble, on fait des choses fantastiques. Alors, vous trouvez que les femmes, elles ne s'engagent pas assez dans l'espace public, dans le débat public? Ça dépend. Hein. Comme les femmes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'engagent. Hein. Mais je pense que toutes les femmes devraient s'engager. S'engager même dans le débat public ou dans leur job, tout simplement. Montrer que s'impliquer au-delà de ce qu'on leur demande de faire. Il faut toujours devancer ce qui peut arriver, anticiper. Alors, est-ce qu'il leur manque quelque chose pour réussir aux femmes? Non, pour moi, il leur manque rien. Simplement la volonté, quoi. Et oser prendre des risques. Vous savez, dans la vie, si on ne prend pas de risques, on n'arrive à rien. Hein. Bien sûr, on prend des risques, ça veut dire qu'on peut échouer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il vaut mieux, quand on est manager, il faut toujours donner la chance aux gens, même s'ils ont des échecs, c'est pas grave. Il faut les engager à continuer. Parce qu'on a le droit de se tromper et de faire des erreurs. Mais il faut oser. Ça, c'est clair qu'il faut oser. Alors aujourd'hui, vous parlez des mesures à prendre pour aider les femmes. Par exemple, il y a des quotas maintenant de femmes dans les conseils d'administration. Oui, tout à fait. Ça va aider à faire évoluer les choses. Après, je sais que je connais une femme qui recrute, qui cherche beaucoup de femmes, parce que les entreprises, pour respecter les quotas, cherchent des femmes. Oui, bien sûr. Et ils ont une vraie opportunité. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est une opportunité, il faut y aller. Et ce qu'il faut faire, c'est accompagner les femmes. Il ne faut pas les laisser mariner dans leur jus trop longtemps. Quoi. Il faut être vigilant, observer ce qui se passe, et puis les accompagner. Alors vous, j'imagine que du coup, vous avez eu une vigilance particulière à ça avec vos collaboratrices quand vous étiez jusque présidente directrice générale du CIRA, jusque l'année dernière. Oui, j'avais une équipe de 40 personnes. D'accord. Et vous faisiez attention à ça, à essayer de faire remonter des femmes? Ah oui. J'ai toujours été à l'écoute des femmes, des hommes aussi d'ailleurs. Raison, mais de les faire progresser.
quand elles avaient des problèmes, elles m'apportaient tout, elles venaient me voir et puis on en discutait et j'essayais de trouver des solutions avec elles. Ouais. Je me souviens qu'une fois, une femme de mon équipe qui a débarqué dans mon bureau en me disant oh là là, j'ai des problèmes pour trouver une crèche pour mes enfants, je suis embêtée, du jour au lendemain, ma nourrice m'a lâché ou un truc comme ça, je me souviens plus ce que c'était. Bon, moi, je me suis débrouillée pour lui trouver de place. Ouais. Il y avait une urgence, il y avait aussi de la maltraitance, donc, du coup, c'était plus facile à argumenter auprès d'une mairie pour trouver des places. Mais voilà, le genre de choses, comme j'ai construit un gros réseau professionnel, politique, ce qui fait que j'arrivais à trouver des solutions. Ouais. Par exemple, il y a un événement qu'on a fait dans le cadre du CIRIN, c'était le off du CIRIN, où on a privatisé le tunnel de la Croix-Rousse, mode Doune de la Croix-Rousse, pour organiser un déjeuner et dîner sur 1,7 km, avec des chefs étoilés, pour donner pour rendre accessible la gastronomie au plus grand nombre. C'était ça l'idée. Et bon, j'ai eu le prix de l'événement décalé parce que c'était complètement décalé. Ouais. Mais ça fait beaucoup de bruit et puis c'était bien pour tout le monde, pour la ville, pour le CIRIN, etc. Et alors, vous allez chercher où toutes ces idées? Parce qu'effectivement, dans votre parcours, vous en avez fait des événements, des choses insensées, des choses innovantes. Vous vous inspirez comment? En discutant. Moi, je fais beaucoup de terrain et je discute beaucoup avec les gens. Je vais vers les gens pour discuter avec eux et puis c'est comme ça qu'on a décidé, sans discuter avec les gens. J'avais même fait un petit groupe de personnes extérieures pour réfléchir sur ce qu'on pourrait faire. Parce qu'Olivier Ginaud m'avait dit, il faudrait mettre le feu à la ville pendant le CIRIN, faire un off. Quoi. Bon, et du coup, on a cherché des idées pour que. Et en fait, l'idée, c'était. Le CIRIN est un salon professionnel, donc pas accessible au grand public. C'était d'animer la ville pendant le CIRIN pour que les Lyonnais se sentent aussi impliqués dans ce qui se passe. Le CIRIN étant une manifestation mondiale, de réputation mondiale, avec des concours internationaux de réputation mondiale. Et donc, c'était important que les Lyonnais participent à ça et prennent conscience qu'il y a des choses qui se passent à ce moment-là et qu'ils pouvaient en être fiers parce que ça ne se passe pas comme ça. Le CIRIN est un salon unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. C'est une ambiance, une atmosphère extraordinaire, une espèce d'âme. Je parle toujours d'âme parce que tous les métiers de la restauration et de l'hôtellerie se sentent concernés, qu'ils soient haut de gamme ou pas haut de gamme, ou restauration collective, enfin, tous les types de restauration se sentent concernés. C'est ça qui est important. C'est vraiment l'événement d'une famille professionnelle. Et de réussir ça, je trouve que c'est fantastique. Ah oui, c'est magique. C'est magique. Du CIRIN est impressionnant. Du coup, quand vous êtes dedans, vous vous sentez bien. D'ailleurs, les gens ont du mal à partir parce qu'il y a une bonne ambiance. Quoi. Bon, évidemment, après, la dégustation de produits et de vin fait que oui, ça aide. Ça aide ça met beaucoup de convivialité. Beaucoup de convivialité, mais c'est important. Et voilà, puis on en a fait aussi un événement où les tendances de la restauration se passent là. C'était important aussi d'arriver à ça. C'est un peu l'image d'ambassadeur de la ville. Voilà, là, vraiment, on est sur la gastronomie à Lyon. Et Lyon, c'est important. Oui, parce qu'il y a les mers lyonnaises. Oui. D'ailleurs, historiquement, Lyon a toujours été une ville au Moyen-Âge, aux 3/4 horticole. Et parce qu'il y avait des horticulteurs et leurs femmes étaient cuisinières. Et c'est de là que sont nées les mères lyonnaises. Donc, on a toujours eu une tradition à Lyon d'agriculture, de bons produits et cuisiner. Et même dans le grand public, je pense que les femmes lyonnaises aiment la cuisine, aiment les bons produits, on cuisine au niveau familial. Moi, j'ai toujours appris mes enfants à cuisiner. Et même j'ai eu des correspondants étrangers de mes enfants. Chaque fois qu'ils venaient, on leur apprenait à cuisiner, comme ça, pour qu'il leur reste quelque chose. Mais pour moi, c'est essentiel. Je vous en ai parlé au début de l'interview. C'est essentiel de savoir cuisiner. Oui, c'est ça. Et forcément, des choses simples, pas compliquées. Transformer les produits, en fait. Bon, je vais venir prendre quelques leçons avec vous. Alors, concrètement, donc là, directrice générale du CIRA, vous avez passé des étapes, j'imagine, dans votre évolution au sein de GL Events. À chaque fois, c'est vous qui êtes allé taper à la porte d'Olivier Ginaud pour dire j'ai une idée, je veux aller plus loin. C'était lui aussi, il nous boostait aussi. Oui, il a cette réputation. Il avait envie il est très, très imprégné du CIRIN. Je dis souvent que c'est mon bébé, mais c'est aussi le sien. Il m'a beaucoup aidé, à faire progresser.
manifestation. C'est lui qui a eu l'idée de faire les dîners de grands chefs. On a fait les déjeuners à l'Élysée avec des chefs de cuisine. C'était des moments magiques. C'était vraiment magique. Et c'est lui qui a eu l'idée et aussi envie de mettre de l'argent là-dessus. Ouais, bien sûr. Ça coûte. Et ça a contribué à faire la réputation du Sirin. Et alors, est-ce que les femmes, elles sont très présentes dans ce milieu de la restauration Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, hein, c'est compliqué. encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand on a fait ces déjeuners à l'Élysée, le chef de cabinet nous disait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Oui, sauf qu'il faut aller les chercher. Ouais. C'était pas facile, on en a trouvé, mais non, c'est un métier compliqué parce que d'abord, on travaille, les heures de travail sont le midi, le soir, oui, les week-ends. Maintenant, les choses peuvent évoluer, mais ça reste quand même un métier très prenant et les femmes doivent s'organiser pour ça. Ouais. Et, bon, après, il y a eu aussi beaucoup de machisme dans ce métier. Oui, c'est ça, dans les cuisines, etc. C'est un peu compliqué. Dans les cuisines, donc ça, c'est dommage. Mais il faut dépasser tout ça. Il y a des femmes qui arrivent à le dépasser et qui arrivent aujourd'hui. Il y a des femmes remarquables dans la cuisine, dans la cuisine, qui apportent des choses nouvelles. Et ça, c'est super. Ouais. Est-ce qu'elles ont un regard différent, les femmes, sur ces sujets, pas spécialement? Il y a de l'innovation partout. Oui, il y a de l'innovation partout. Elles ont ce côté féminin, mais qu'on peut retrouver aussi chez des hommes. De toute façon, on a tous un côté féminin, un côté masculin. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Non, elles apportent des choses différentes, notamment par rapport à la qualité des produits, les produits de saison. Bon, je connais des femmes qui ont eu des maladies, par exemple, grâce à Nadia Samut, qui est cœliaque, et qui a inventé une cuisine adaptée. Ah oui. Mais parallèlement, vous avez aussi Sébastien Vauxion, qui est pâtissier et qui fait que du végétal, la cuisine végétale. Donc, vous avez tout dans la nature et c'est ça qui est bien. Et alors, aujourd'hui, donc là, vous avez changé récemment d'activité. Maintenant, vous êtes directrice générale de la fondation Cutor. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est quoi l'objet de cette fondation? L'objet, c'est d'accompagner les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, enfin, de tous les métiers de bouche, dans la gastronomie durable. D'accord. Donc, c'est-à-dire, alors, pour vous donner un exemple, comme premier événement, je fais donc le 26 septembre une dégustation de nouvelles variétés végétales qui résistent à tous les changements climatiques. D'accord. Je travaille avec le CERBEA, le Centre de ressources de botanique appliquée, qui est aussi une station Vavilov. Vavilov est un Russe qui a créé un centre de semences, de variétés végétales à Saint-Pétersbourg. 300 000 variétés qu'il est allé chercher partout dans le monde, dans des contrées comme le Caucase, l'Amérique latine, dans des endroits où il y a des variations de température qui font moins 40 ou 50. D'accord. Okay. Et pourquoi? Parce que demain, on a un changement climatique. On aura des changements climatiques qui vont faire qu'il faut que les variétés résistent. Oui, c'est ça. S'adaptent au manque d'eau, aux maladies, etc. Donc, le CERBEA a ces variétés et l'idée, c'était de les faire tester un groupe de chefs de cuisine et pâtissiers pour qu'ils nous disent quelles sont les qualités organoleptiques et gustatives de ces variétés. Parce qu'il ne suffit pas de faire des variétés qui résistent à tout, mais il faut quand même qu'elles aient du goût et qu'elles puissent en faire quelque chose. Donc, c'est ça l'idée. Et aussi, en fait, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, hein, mais c'est montrer le chemin de ce qui est possible. Oui, encore une fois, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation, voilà. Et alors, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'après la guerre, il a fallu nourrir un maximum de monde. Et donc, à l'époque, on a inventé les phytosanitaires pour empêcher les maladies. On a sélectionné par exemple, on a pris 10 céréales sur je ne sais pas combien de variétés et on a exploité ces 10 céréales et on les a épuisées. Donc, et en plus, on les a transformées. Donc, c'est les fameux OGM. Ce qui fait que ça a épuisé et puis ça a créé d'autres maladies comme par exemple l'allergie au gluten. Parce qu'on rajoute du gluten pour qu'il soit plus résistant. Etc. Donc, alors que naturellement, il existe des variétés qui résistent à tout ça. Voilà. Sauf qu'à l'époque, après la guerre, il fallait nourrir le plus grand monde. Et que, voilà, Aujourd'hui, on revient à ça, à des semences anciennes. On utilise beaucoup de semences anciennes. On utilise des produits de saison, des produits régionaux. Chaque région a des particularités, etc. Et des goûts différents. Voilà. Même en fonction des terroirs, vous avez des goûts différents en fonction de la qualité de la terre. La terre, bien sûr. Et des intrants naturels. Donc, en fait, c'est tout cet environnement. Et
de valoriser aussi les chefs de cuisine qui font ça, hommes et femmes, qui ont déjà un jardin potager, qui ont fait de la recherche là-dedans, Ouais, et qui cuisinent déjà ces produits. Donc en fait, il y a des choses qui existent. C'est comme un autre sujet qui m'intéresse, c'est la gouvernance responsable, c'est-à-dire comment manager une équipe en leur donnant envie de faire leur métier. C'est pas le cas de tout le monde, et c'est important de le faire. Parce que l'intérêt, c'est justement que les gens aient envie de faire ces métiers pour avoir un bon résultat. Oui, bien sûr. Si les gens ne travaillent pas avec passion et amour, ça ne fonctionne pas. Par exemple, si vous mangez du pain qui est fabriqué dans une boulangerie où il y a un conflit, le pain ne sera pas bon. C'est vrai? Oui, c'est rigolo ça. C'est vrai. Okay. Vous avez des espèces d'énergie, de vibrations négatives qui perturbent. Vous-même, si vous faites quelque chose que vous ne faites pas avec envie ou parce que vous êtes contrarié ce jour-là, ça ne sera pas le même résultat. C'est des idées très avancées que je vous donne là. Non, c'est clair, c'est rigolo. Et oui. Donc là, vous êtes à fond sur un nouveau projet. Voilà, là-dessus. Et puis, j'ai plein d'idées pour faire des ateliers, justement, thématiques sur le fromage, le pain. Enfin, voilà, après, je connais suffisamment de gens qui ont envie de partager. Il y a une autre chose qui m'intéresse aussi, c'est la transmission des gestes anciens. D'accord. Voilà. Vous avez des grands chefs de cuisine comme Paul Bocuse, Joël Robuchon, Bernard Loiseau, Alain Chapelle, qui avaient des gestes, qui connaissaient des gestes particuliers qu'ils ont transmis à leurs équipes, souvent des meilleurs de France d'ailleurs, et je voudrais qu'ils partagent avec d'autres professionnels ces gestes, qui risquent d'être oubliés. Voilà. Donc on va organiser des ateliers pour ça. Et les gens sont volontaires, les professionnels sont volontaires pour faire ça. Alors, si vous aviez des conseils à donner aux femmes, aux hommes aussi, mais aux lionnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire pour s'engager dans leur carrière, oser porter leurs projets Déjà d'être à l'écoute de leurs envies. Parce qu'elles ont sûrement des envies. Par exemple, moi, je voulais peindre depuis longtemps, j'avais jamais eu le temps. Et depuis que j'ai plus de temps, je me suis mis à peindre. C'est un moyen d'expression extraordinaire. J'adore ça. Je pense qu'il faut réaliser ses envies, sans frein. Et surtout, aller au-delà de personnes qui pourraient les empêcher d'avancer. Que ce soit un époux, un père, je sais pas, un frère. Il faut aller au-delà de tout ça. Il faut vraiment oser. Parce qu'elle risque de le regretter plus tard. Donc, c'est vraiment, et c'est maintenant, parce qu'il faut vivre le temps présent. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est un proverbe, mais il est vrai. Parce que demain, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on l'a vécu avec le confinement, avec le Covid, et on ne sait pas. Donc, c'est important de vivre l'instant présent et de vivre ses envies, de réaliser ses envies. Pour moi, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. Et pour réaliser ces envies, comment on fait? Est-ce qu'on faut taper aux portes? Il faut chercher sur Internet, taper aux portes, en parler. Il faut oser en parler. Moi, je fais beaucoup de terrain et j'aime beaucoup discuter avec les gens, échanger, et c'est comme ça qu'on avance. Tout seul, on ne fait rien. Oui, c'est ça. Ça reste dans son coin, ça va pas. Voilà. Puis il faut donner envie aux équipes qui travaillent avec nous. Il faut tous les jours aller les voir. Discuter, échanger avec eux. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'on est dans un écosystème, on est tous liés les uns aux autres, et en interaction, en interactivité, et on a besoin de tout le monde pour avancer. Et alors, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous prendriez comme mesure pour que les femmes, elles s'engagent plus dans le débat public? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que... Moi, je trouve qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. Bon, il y a eu les quotas politiques, et maintenant il y a les quotas en conseil d'administration, pour les conseils d'administration. Je pense que maintenant, les femmes, il faut qu'elles y aillent. Je ne vois pas l'intérêt de rajouter des mesures aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'elles y aillent et qu'elles se fassent accompagner, qu'elles n'aient pas peur de se faire accompagner. C'est pas c'est pas méprisable de se faire accompagner, c'est normal. On a besoin d'aide extérieure. Oui, ceux qui réussissent se font accompagner. Bah oui, bien sûr. Et il ne faut pas douter. Le doute est humain de toute façon, donc c'est normal de douter. Oui, on a toujours l'impression qu'on doute et que les autres ne doutent pas. Mais oui, en fait, tout le monde doute. On a tous des moments de doute dans la vie. Et puis, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut se faire accompagner. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Pas forcément par des psys, mais par des gens qui sont des experts ou il y a des gens qui aiment conseiller.
Oui, puis vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être un accompagnement dans ces cellules familiales pour s'occuper des enfants. Ça peut être effectivement des compétences qui nous manquent, du coaching ou des gens aussi qui vont être mentorés. Oui, aller chercher un peu des gens qui ont des compétences dans une carrière, etc., qui peuvent vous guider aussi. C'est ça, ouais. Et avoir confiance en soi, c'est important, en ses capacités. On a tous des capacités à développer. Et souvent, les enfants sont un obstacle important pour les femmes parce qu'elles ont peur que leur présence insuffisante puisse... On peut leur reprocher aussi. Oui, arrive aussi. Je sais. Moi, je me souviens que ma belle-mère, à l'époque, à 40 ans, elle me disait « Mais tu veux même pas travailler ?» Je dis « Bah pourquoi ?» Tu te rends compte, les enfants, etc. Oui. Les enfants, si on leur explique, ils comprennent. Ouais. Alors, ils vont faire du chantage, sûrement. Mais ils sont capables de comprendre. Même bébé, on peut leur parler pour leur expliquer. Ouais. Là, je m'absente parce que j'ai aussi besoin de vivre et de me réaliser personnellement. Ouais. Une femme doit se réaliser. Elle n'est pas que mère ou épouse. Elle doit se réaliser en tant que femme. C'est très important. Oui, c'est clair. Donc, on ose, on fonce. Et on se fait accompagner. Et on se fait accompagner, pour résumer. Voilà. Marie-Odile, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ce café avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne journée.